Très heureuse d'être encore parmi vous, mesdames et messieurs, pour cette émission Info 7 après la sortie, bien sûr, de Journalistes en Action. Alors, je suis avec le pasteur Godé Mpoyi. Avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité. Très heureuse de vous recevoir, pasteur Mpoyi. Je t'en prie, Yapoulette. Je souffre que je puisse te tutoyer tout au long de cette émission parce que tu es ma soeur. Et le Dieu Tout-Puissant, nous les tutoyons chaque jour, ne se fâche pas. Ok, merci beaucoup. Vous nous préparez encore cette année, tu peux me tutoyer aussi, tu es ma soeur. Oui. Mais je crois qu'avec l'habitude du travail... Oui. Merci beaucoup. Voilà. Vous nous préparez encore cette fois-ci, pasteur Godé, la 10e convention du COVEC, thème le salut holistique. Alors, ça veut dire quoi? Des termes aussi forts. Pourquoi ne pas parler des termes plus en français facile? Holistique, ça veut dire quoi? Holistique veut dire tout simplement intégral, global et total. C'est-à-dire, nous voulons parler de ce salut qui concerne non seulement les temporels, mais aussi les sacrés. Il concerne l'âme, l'esprit, le corps, les affaires, les études, le travail, donc tout ce que tu veux. Tu peux trouver ça en Jésus-Christ. Ok. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur Ngoy, nous entrons Ngoy. Voilà. Monsieur pasteur Mpoyi, nous entrons donc dans une période assez trouble, je peux me permettre l'expression. Est-ce que vous, les pasteurs, quel est votre rôle pendant cette période? Est-ce que vous incitez la population à revendiquer leurs droits? Est-ce que les pasteurs disent à la population, quel est votre rôle dans la société actuelle et surtout en ce moment ici, pasteur Mpoyi? Non, moi je suis pasteur pour tout le monde, donc je ne dois pas m'adresser qu'à la population. Donc je dois m'adresser aux politiques. Naturellement. La Bible, la parole de Dieu. Naturellement, non, je n'ai pas besoin qu'ils m'écoutent. Au moins qu'ils m'entendent. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout. C'est cette histoire de ne s'adresser qu'à la population qui fait que des fois, il y a des dérives quand certaines personnes sont appelées, par exemple, à légiférer dans la vie. Ils pensent qu'ils peuvent légiférer maintenant à la place de Dieu. Donc le pasteur n'insulte pas les gens, mais il doit courageusement dire à tout le monde qu'il faut être en syntonie avec la parole de Dieu. Parce que, quel que soit le temps que ça pourra prendre, Jésus jugera ce monde. Est-ce que la politique et la religion, c'est compatible? Parce que c'est vrai que, je ne dirais pas que nos politiques ne prient pas, mais on a l'impression qu'ils sont trop durs. On dirait qu'ils n'ont plus d'âme, on dirait qu'ils n'ont plus de cœur. Est-ce que c'est compatible entre... Un politique peut-il être un bon chrétien aujourd'hui, pasteur? Non, il n'y a pas de compatibilité. D'ailleurs, moi, personnellement, je connais les gens au gouvernement qui sont vraiment des chrétiens authentiques. Mais cela ne doit pas nous empêcher de crier sur les toits pour que les gens ne puissent pas avoir l'ivresse du pouvoir. Par rapport à ce qui se passe, je ne dis pas vraiment que c'est déjà des échauffourées, non. En fait, c'est ça la vie politique. Donc la vie politique, à la veille de toutes les échéances électorales, il y a une flopée des activités politiques. Donc que les gens ne pensent pas que c'est la fin du monde. Nous prions, il n'y aura rien de mauvais dans ce pays. Celui qui cherchera à provoquer les troubles, celui qui cherchera à travailler au détriment du peuple congolais, il rencontrera Dieu dans sa chambre. Avant d'entrer dans la rétrospective proprement dite, je voulais vous poser cette question. Il y a des pasteurs aujourd'hui, pasteurs Mpoyi, qui s'élèvent, qui disent qu'ils ont des messages aux hommes politiques. Est-ce que c'est... vous y croyez-vous à ces messages? Est-ce que Dieu leur a parlé, par exemple, que vous devez faire ceci, vous devez faire ça? Est-ce que ces messages sont authentiques? Ou ce sont simplement une façon pour eux aussi de commander l'argent? Parce qu'aujourd'hui, ça se passe. Hein? Un pasteur qui se réveille, il dit non, j'ai un message pour vous, j'ai un message pour vous, hommes politiques. Est-ce que c'est crédible, ces messages? On doit y croire. Dans la plupart des cas, c'est les mensonges. C'est un stratagème pour se faire un peu de sous. Les plus grands messages que Dieu a adressés à tout le monde est consigné dans les Écritures saintes qu'on appelle la Bible. Je ne dis pas que Dieu ne donne jamais de messages pour les autorités, mais dans la plupart des cas, ce qu'ils le font, c'est pour se faire un peu de sous et s'arrêter là-bas. Vous avez dit aux autorités, j'aimerais bien que vous, en tant que pasteur, homme de Dieu, je sais que vous êtes intègre, expliquez à cette population cette phrase dont on dit « toute autorité vient de Dieu ». Ça veut dire quoi? Non, ça c'est vrai. Hein? Donc toute autorité vient de Dieu, cela veut dire qu'il n'y a que Dieu qui choisit les autorités. N'est-ce pas?
Et il y a plusieurs types d'autorités. Donc nos élections ne comptent pas. C'est Dieu qui choisit, qui dit que c'est celui-là qui sera président, élection ou pas. Et évidemment, lorsque Dieu choisit la personne, c'est lui qui s'organise que même quand il y a les élections, que la personne qu'il avait choisie soit là. Mais seulement, ce qu'il faut dire de façon générale, c'est que tout pouvoir vient de Dieu, mais tout pouvoir n'est pas béni de Dieu. Donc, pour qu'on sache que le pouvoir est béni de Dieu, le pouvoir doit s'occuper des cipeaux, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le plan principal. Je sais que chez nous, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, même si ce n'est pas ce que nous attendons encore. Mais sur le plan des principes, nous devons retenir que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Oui. Donc, mais tout pouvoir n'est pas béni de Dieu. C'est le cas de Saül. Saül a été devenu roi, mais selon la volonté du peuple. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de tout ce que nous pouvons entreprendre comme action, nous devons de plus en plus demander à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre pays. Voilà, la 10e convention du COVEX, ça sera du 1er au 7 août, je crois. Votre église se trouve sur Kassavubu, à Bandal. À Bandal, voilà. Donc référence c'est ex-Maïsaf. Nous attendons plusieurs personnes et la première invitation, je l'adresse à toi. Parce que nous commençons déjà demain, c'est-à-dire lundi. Du 1er au 7 août, nous sommes là chaque jour, de 15h à 20h, avec une palette de meilleurs prédicateurs de la vie. Ok. Voilà. Le thème, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le salut holistique, donc le salut intégral dans tous les domaines. Nous entrons donc de plein pied dans la rétrospective proprement dite, mesdames et messieurs. Donc, nous ouvrons donc par la pose de la première pierre par le président de la République pour la construction du mausolée, du musée national, et par le meeting de la majorité présidentielle. Plus de détails. Voici à quoi va ressembler dans 3 ans le musée national de la RDC. Un bâtiment ultra-moderne reflétant la vision du chef de l'État. C'est d'ailleurs Joseph Kabila qui va personnellement donner le coup d'envoi des travaux de construction de la bâtisse, le tout devant un parterre de convives venus de partout et de tous bords. La révolution de la modernité, retrouvée ici toute sa dimension, parce que voyez-vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, la révolution que vous avez inspirée au pays puise sa modernité dans la transfiguration des traditions et valeurs congolaises qui vous inspire l'action de bâtir au cœur de l'Afrique une nation moderne, une nation forte, une nation prospère, une nation ouverte sur le monde et au monde, une nation qui a beaucoup à donner au monde, une nation candidate à l'émergence à l'an 2030. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'événement du jour est empreint de beaucoup de symboles. Ce musée, au regard de la maquette, risque d'être le premier établissement du genre à être érigé dans la capitale, offrant plusieurs possibilités à la population. En outre, renchérit le premier citoyen de la ville, ce musée, une fois terminé, sera un haut lieu historique mais également touristique, avec un rôle pédagogique incontournable dans le chef des Quinois. Cette cérémonie de pose de la première pierre de la construction du musée national s'est aussi voulu un moment de rencontre culturelle et a permis de démontrer la particularité, l'élégance et la beauté des cultures de la RDC et de la Corée du Sud, partenaire du pays de Joseph Kabila dans la construction de cette bâtisse. Le Raïs serein ne va pas bouder son plaisir et ne va pas s'empêcher non plus de fondre au milieu de la foule et ainsi communier avec elle. Mobilisation réussie pour la majorité présidentielle. Militants, membres et cadres de partis politiques de l'AMP avaient envahi le Saltata Raphaël de la Kétule. Ramazani Chalari, secrétaire général adjoint du PPRD, donne le sens de cette activité. Élection avec les règles de jeu acceptées par tout le monde. C'est pourquoi il faut aller au dialogue, on va discuter, il y aura un calendrier consensuel et on ira aux élections. En décembre, Karine, il n'y aura rien. En décembre, il n'y aura pas élection. Parce qu'on ne sait pas qui est électeur aujourd'hui. Cette rencontre est en effet une occasion pour chaque famille politique, membre de la majorité présidentielle, de s'illustrer à travers chants et banderoles. La Convention des Congolais Unis n'a pas hésité à emboîter le pas. Les gens sont venus avec spontanéité pour venir écouter le message de la majorité présidentielle, un message autour du soutien au dialogue et un message autour de l'enrôlement
qui est une étape très importante pour le processus électoral. Cette activité se veut l'expression de la famille politique du chef de l'État d'aller aux élections tout en privilégiant le dialogue national, mais surtout en préservant la paix et la concorde nationale. Telle était l'allocution du secrétaire général de l'AMP, Aubin Minakou. Le même message a été aussi relayé par le président de l'interfédéral de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Après Tata Raphaël, l'AMP projette un autre meeting le mercredi 7 août prochain à l'esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement. Pasteur Godin Poyi, est-ce que le dialogue est une vertu chrétienne? Parce que je sais que notre nation est laïque, l'État est laïque, mais quand même, est-ce que c'est une vertu chrétienne, le dialogue? Oui, il te souviendra, Paulette, que ça va faire pratiquement 2 ou 3 ans que sur ce plateau, moi, j'appelais les politiciens à dialoguer parce que je voyais déjà un peu l'avenir sombre de notre pays. À l'époque, il y en a qui n'en voulaient pas, mais je suis surpris qu'il commence maintenant à s'approcher davantage de la porte qui mène à ces échanges. Je pense que c'est la voie par laquelle nous devons passer pour non seulement juguler cette crise, mais envisager le développement de notre pays. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que le dialogue doit être respectueux de la Constitution et des intérêts de la population. Mais ce dialogue-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde y va pour qu'on essaye de juguler cette crise qui, selon une certaine opinion, ne tardera pas à ébranler ce pays. Mais les responsabilités, Pasteur Poyi, c'est vrai que aujourd'hui, personne ne... Je reviens toujours à cette question des responsabilités. On a de ces personnes qui veulent porter les chapeaux de l'échec ou de la réussite de quelque chose. Qui est responsable de la situation actuelle, de ce blocage, de cette situation, Pasteur Poyi? Non, mais c'est clair que les blocages actuels par rapport à la Constitution, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Donc il n'y a pas à réfléchir des fois là-dessus. Donc c'est le gouvernement qui n'a pas organisé les élections dans les temps. Et ça nous amène à ce qu'on puisse échanger pour baliser l'avenir de ce pays. Mais moi je suis de ceux qui pensent, mais comme ils n'ont pas organisé les élections, est-ce pour cela que nous devons les jeter dans le fleuve? Je dis non. C'est pourquoi il faut que les gens se retrouvent autour d'une table, qu'ils expliquent pourquoi ils n'ont pas organisé les élections. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas de sanctions juridiques, mais si il y a des raisons objectives qui vont faire qu'on ne puisse pas organiser les élections dans les délais, il faut ne fût qu'une sanction politique par rapport à ceux qui n'ont pas organisé les élections dans les délais. C'est-à-dire cette sanction, ça c'est mon point de vue, donc cette sanction politique doit passer par la reconfiguration de nos institutions. Toutes les institutions, sauf que pour la stabilité du pays, la magistrature suprême, on doit la garder telle qu'elle, mais logiquement, il faut reconfigurer toutes les institutions. Reconfigurer, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire, donc, la responsabilité lorsqu'on parle de l'échec du gouvernement, il ne s'agit pas ici de la signification institutionnelle du concept. Nous parlons ici du gouvernement comme étant la réunion des dirigeants, c'est-à-dire les sénateurs, les députés, les gouvernements. Pour n'avoir pas réussi à organiser les élections dans les délais, il faut reconfigurer et maintenant de se retrouver dans des structures sui generis. C'est-à-dire, c'est de l'opposition. Ils vont présenter leurs candidats et de manière paritaire. C'est du gouvernement. Comment je peux dire qu'on fait tabula rasa des institutions? C'est ça. Qu'on dissout, voilà, qu'on dissout le Parlement, qu'on dissout le gouvernement, c'est à peu près ce que vous proposez? Naturellement, la magistrature suprême, on doit la garder dans le format actuel pour la stabilité du pays. Mais toutes les institutions, les gouvernements, les parlements, doivent être reconfigurés. La Cour constitutionnelle, la CNI, ça doit être reconfiguré. Parce que je ne vois pas comment on va s'en sortir. Parce que si aujourd'hui, les gouvernements s'entêtent en disant qu'ils veulent garder tout seul, on risque, il verra par la suite des temps que la République n'a pas que de femmes. Et si aussi l'opposition cherche aujourd'hui à agir dans une brisquerie,
ils rencontreront également la résistance. Et là, c'est la population qui sera vraiment perdante. Je suis de ceux qui pensent que si il y a des raisons objectives qui démontrent aujourd'hui qu'il est impossible, parce que j'ai suivi quelqu'un en train de dire là qu'au mois de décembre, il n'y aura rien, c'est impossible. Si, techniquement parlant, ce n'est plus possible, il faut reconfigurer toutes les institutions de la République. Seulement la magistrature suprême, on doit la garder pour des raisons de stabilité. Et il faudra à ce moment-là que le gouvernement soit dirigé par les personnes autres que celles de la majorité présidentielle. Okay. C'est l'ultime façon de chercher à maintenir la paix dans ces pays. Vous savez l'erreur que nous commettons. Généralement, les gens qui sont au pouvoir, l'erreur qu'ils commettent, c'est de penser que la République n'a que des femmes. On peut se permettre de tout. Et aussi, l'erreur aussi de l'opposition qu'elle commet, c'est tout simplement de critiquer et ne pas avoir une alternative. Et nous, je parle en mon nom, et je suis de ceux qui pensent que le Congo a plus de valeur que ces politiciens qui, pour la plupart des cas, ce sont eux qui sont amenés ce pays là où il est. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais la plupart d'entre eux n'ont pas servi la République. Alors, comme il faut faire la paix, qui doit être accompagnée du pain, sans les paix, il faut impérativement qu'on puisse arriver à cette reconfiguration-là. C'est pourquoi je voudrais demander aux uns et aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vin pour faire des concessions qui vont dans le sens de maintenir la paix. Et j'appelle à plus de retenue les acteurs politiques aussi bien de la majorité et de l'opposition, parce que la République n'a pas que des femmes. Par rapport au meeting, c'est vrai que ces derniers temps, nous vivons la période de meeting. Vous avez suivi le meeting de la majorité présidentielle. Nous entrons dans la guerre de chiffres et tout ça. Mais ils ont proposé le deuxième meeting, ce qui a fait tilt dans ma tête. Le deuxième meeting devrait se tenir au Palais du Peuple, qui est le siège des institutions. Alors, est-ce que l'opposition, si c'est le vrai matin pour dire que nous aussi, nous allons tenir notre meeting au Palais du Peuple? Est-ce qu'on refusera aujourd'hui à l'opposition de tenir ce meeting au Palais du Peuple, qui est le siège de l'institution Assemblée nationale, qui est l'institution démocratique? Est-ce que c'est pas... On ne peut pas tenir normalement un meeting au siège d'une institution. Non, Madame Paulette, en fait, le problème, ce n'est pas tellement les meetings. Les meetings, c'est l'ambiance politique. Je t'ai dit que dans tous les États normaux, à l'approche des séances électorales, les décors politiques changent. Et évidemment, ce que la majorité présidentielle a fait sur le plan politique, c'est tout à fait normal. C'est une stratégie, parce que n'oublie pas que ce meeting a été précédé par les retours de Papa Tshisekedi, qui avait mis la ville sens dessus. Et cela créait un déséquilibre. Il fallait que la majorité puisse aussi se signaler dans la ville. Donc ça, ce sont des choses normales. Les meetings peuvent se tenir. Mais tout ce que nous voulons demander à ceux qui organisent les meetings, que ce soit ceux de la majorité présidentielle, que ce soit ceux de l'opposition, c'est le caractère folklorique qui entoure tous ces événements. Moi, je peux te dire, par exemple, j'ai aimé la mobilisation d'hier, mais ça m'a empêché d'arriver en ville. Je ne peux pas laisser la être empêchée. Ça a empêché plusieurs personnes. Et tout ça, c'est du temps improductif par rapport à l'économie qui est déjà molle. Et il faudra que pour des prochaines manifestations, que ceux qui appellent au meeting ne puissent pas perturber la circulation. Voilà. L'économie congolaise en a besoin. Bon, évidemment, donc, s'ils ont l'autorisation de celui qui gère le palais, il n'y a pas de problème. Il faudra aussi que les gens de l'opposition, s'ils veulent, qu'ils tentent aussi. Mais je pense que, à mon humble avis, il faut rendre les sièges des institutions neutres. Ça, c'est un conseil. Je ne dis pas que c'est une infraction. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut rendre les sièges neutres, parce que tout simplement, il y a des fois des débordements. Imaginez-vous qu'il y ait des échauffourées, donc le bâtiment public peut avoir des problèmes. Mais ce n'est pas une infraction. Ils peuvent aller, il faut considérer tout ça comme étant l'ambiance qui présente les échéances électorales. D'ailleurs, quand tu suis actuellement l'actualité américaine, tu verras que c'est la même chaleur
qui règne aux États-Unis. Par rapport aux conventions des démocrates et des républicains. Voilà. Voilà, deuxième sujet d'Info7, mesdames et messieurs, nous l'avons déjà effleuré, c'est l'arrivée d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Après 2 ans en Belgique, il est revenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et la déclaration de la jeunesse, force acquise du changement par rapport au meeting du 31 juillet. Le pasteur l'a dit, nous sommes dans l'ambiance d'un meeting, et bien voilà, l'opposition tiendra son meeting le 31 juillet. Tôt ce matin, l'on pouvait déjà constater une effervescence dans le chef des militants et sympathisants de l'UDPS. Seuls ou par groupe, nombreux prenaient déjà la route de l'aéroport international de Njili. Plus les heures passaient, plus l'attente devenait insoutenable devant une foule qui devenait de plus en plus nombreuse. 14h05, heure de Kinshasa. Enfin, le jet transportant à son bord Étienne Tshisekedi atterrit. Accompagné de sa femme, l'homme sera accueilli par un comité restreint, composé essentiellement des personnalités du rassemblement. Mais quand on est Tshisekedi, difficile de ne pas attirer les curieux qui du coup vont prendre d'assaut le tarmac de l'aéroport. Pendant ce temps, à l'extérieur, difficile de contenir la foule. Après 2 ans d'absence au pays pour cause de maladie, personne, du moins s'agissant des militants du Sphinx, ne voulait rater son retour. Ainsi, pour le voir ou même apercevoir son cortège, tous les moyens ont été mis à profit. Une mobilisation sans précédent, affirment les membres du rassemblement, dont les militants étaient particulièrement visibles ce jour. Tshisekedi regagne le pays alors que tous les regards restent rivés vers sa participation ou non au dialogue. Sa première adresse attendue dans les prochaines heures est donc très capitale et déterminante quant à la décrispation de la situation politique. En attendant, c'est plutôt dans le calme que l'homme de la 10e rue a été escorté chez lui, aucun incident majeur n'ayant été signalé jusque-là. Notre jeunesse a su, au-delà de la lutte pour la liberté et la démocratie, prouver sa capacité à être un acteur majeur pour la relance sociale, économique et politique. Malheureusement, son manque de détermination l'a relégué dans une sorte de léthargie qui profite depuis plus d'une décennie à ce régime finissant qui s'est assis sur la terreur, la corruption et la destruction du tissu socio-économique de la nation, plaçant ainsi la jeunesse de tout un pays dans l'incertitude concernant son avenir. Désormais, la jeunesse devra cesser de se considérer simplement comme l'avenir de demain tel que nous l'ont souvent répété nos aînés et s'approprier des enjeux présents en tant qu'acteur principal et facteur incontournable du changement. C'est ici donc pour nous l'occasion de lancer un vibrant appel à la population congolaise tout entière et à la jeunesse en particulier pour vous convier au grand meeting du rassemblement prévu ce dimanche 31 2016 en soulignant que la participation de chacun sera la preuve de notre prise de conscience et du degré de notre responsabilité par rapport à l'histoire de notre pays que nous écrivons aujourd'hui. J'ai un pasteur avec moi, donc je vais essayer de prendre un peu tout sous un peu l'angle chrétien. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Malheur à celui qui se confie à l'homme », pasteur Mpoyi. Alors, on n'avait pas l'impression que tout l'espoir aujourd'hui d'une grande frange de la population est tourné vers Étienne Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas aussi antichrétien tout ça? Non, il n'y a rien d'antichrétien dans tout cela, parce que le Dieu qui a créé les hommes, il a fait d'eux les continuateurs de son œuvre, à la fois créatrice et développementaliste. Donc, tu auras remarqué que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a créé Adam, il s'est résigné, il a dit qu'il lui n'allait pas gérer le jardin d'Éden. Donc, il a demandé à Adam de faire le continuum. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le salut d'un État est entre les mains de ses meilleurs enfants. Et entre nous soit dit, Papa Étienne Tshisekedi, ce n'est pas un homme ordinaire dans ce pays. Donc, je dirais même que c'est un super citoyen. C'est de la même manière que je l'ai dit à haute voix,
que le président de la République est le père de la reconstruction du Congo. Papa Etienne Tshisekedi est le père de la démocratie dans ce pays. Les gens peuvent chercher à tronquer l'histoire parce qu'ils ont reçu les $20, mais les faits sont têtus. Donc ce n'est pas un homme ordinaire, c'est la population dans sa misère qui dit, bon, comme il a toujours combattu, il rentre, nous allons l'accueillir. Mais la leçon politique que moi j'ai tirée du retour de Papa Etienne Tshisekedi et du grand meeting de la majorité présidentielle, c'est que ça confirme ce que j'ai toujours dit sur le plateau, que pour le moment, nous n'avons que des leaders dans ce pays. Donc les gens peuvent ne pas les reconnaître. Donc il y a le président Joseph Kassama, la vie politique, que les gens le veuillent ou pas, c'est ça la réalité. Je vais te donner un exemple. Je vous en prie. Avant que Papa Etienne Tshisekedi ne rentre, vous avez vu plusieurs gesticulations de l'opposition ici. Ils étaient incapables de réunir facilement 10 000 personnes. Et quand Papa Etienne Tshisekedi rentre, la ville bouge. De la même manière, du côté de la majorité, le président a toujours été à l'écart de leurs activités. On a tenté avec le pasteur, on a tenté, le stade était toujours vide. Mais quand tu as vu les grands rassemblements du stade Tata Raphaël, tu sens que la main de Raïs était derrière. C'est pour vous dire que la vie est bipolarisée dans ce pays. C'est vrai, du côté de la majorité, ça ne pose pas trop de problèmes, mais c'est du côté de l'opposition où il y a des grenouilles qui pensent qu'ils ont la même taille que le bœuf. Non. Dans la vie, il faut être modeste. Si l'opposition veut jouer encore un rôle quelconque dans ce pays, ils doivent s'organiser autour de ses papas. Je ne dis pas que c'est lui seul qui peut tout faire, parce que même dans la mobilisation, ces pères de l'opposition, ils ont contribué. Mais si les gens de l'opposition ne comprennent pas qu'ils doivent s'articuler autour de Papa Etienne Tshisekedi, je pense que la majorité va effectuer un passage en force. Donc il y a une bipolarisation et je ne sais pas comment ça doit se faire. Au-delà du dialogue, il faudra que les gens imaginent comment Papa Etienne Tshisekedi et le président de la République, en marge de ce dialogue, peuvent se rencontrer. S'il y a encore les gens qui aiment ce pays, vous savez le problème, c'est ce qui tue, les malheurs chez nous, c'est quoi? Ailleurs, on vient en politique pour servir la cité. Mais ici, les gens viennent en politique pour s'acheter des chaussures et des chaussettes. C'est ça toute la difficulté. Donc, il faut que les gens reconnaissent que pour le moment, ça peut changer dans l'avenir, parce que les pouvoirs comme l'avoir ont toujours été cycliques. Il faudra que si l'opposition veut jouer un rôle dans l'avenir de ce pays, ils doivent être derrière Papa Etienne Tshisekedi. Et parce que la majorité, elle n'a pas de problème, elle a toujours été disciplinée, elle est homogène, mais c'est que nous leur demandons que dans ces contacts, aussi bien macro-sociologiques que micro-sociologiques, il faut que les intérêts du peuple congolais soient préservés. Et je voudrais avertir les politiciens ici que nous ne sommes plus en 1960 où seuls les politiciens savaient lire et écrire. Maintenant, dans la population, il y a des gens plus instruits que certains ministres. Mais par rapport, c'est vrai que Papa Etienne Tshisekedi revient d'Europe par rapport à sa maladie, il revient, il est un peu convalescent. Est-ce que c'est vrai que, comme vous avez dit, qu'on doit se mettre, c'est vrai, autour de lui, mais c'est pas aussi... beaucoup ne sont-ils pas là aussi pour s'accrocher à son pouvoir, puisque beaucoup aujourd'hui veulent tirer la légitimité autour d'Etienne Tshisekedi. Vous l'avez dit, c'était impossible de réunir beaucoup de monde, mais quand Etienne Tshisekedi est arrivé, beaucoup se sont accrochés à lui. Est-ce que c'est pas aussi les rendre un peu comme un petit dieu, pasteur Godin Pouy? Est-ce qu'on ne les déifie pas un peu? Non. Il n'y a pas de déification. Dans les États normaux, dans chaque État, il y a toujours eu les images fortes de cet État-là. Dans notre pays, le président de la République, c'est une image forte. Etienne Tshisekedi aussi. Etienne Tshisekedi, c'est une image, je préfère l'appeler papa parce qu'il n'a pas mon âge. C'est une image forte. Le cardinal Mosengo, c'est une image forte. Et c'est ainsi que vous voyez, comme on ne connaît pas ces choses chez nous.
Vous trouvez des gens parler de Papa Étienne Tshisekedi, du président de la République, du cardinal Monseigneur. C'est comme s'ils parlaient de leur sentinelle. Dans chaque société, dans les pays normaux, il y a des images fortes. Qui centralisent les aspirations de c'est comme ça. C'est comme ça. Vous verrez peut-être, mais comme vous savez chez nous, hein, vous savez qu'on a toujours manipulé souvent les opposants. Ce sont les opposants-là que vous allez retrouver dans les prochains mois dans la majorité. Et ceux qui perdent leurs privilèges dans la majorité, ils viennent s'agglutiner autour de lui. Mais ici en tant que pasteur, je voudrais vraiment m'adresser aux politiciens que les peuples vous observent, Dieu vous observe aussi. Ayez un peu de personnalité dans la vie, défendez vos convictions. Il ne faut pas toujours être prêt à faire des pas avec un pas. Ce n'est pas bon. Le pasteur a vraiment des expressions. Ah oui, moi je t'ai dit, et ces genres de personnes qui font l'impolitique au lieu de faire la politique, vous retrouvez aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Et entre-temps, les pays... Par rapport à la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui j'ai reçu quelqu'un qui a dit que non, la jeunesse doit se prendre en charge, la jeunesse ne doit pas servir de marchepied aux politiques. Alors aujourd'hui, la jeunesse doit créer par exemple ses propres partis pour se faire une place. Quelle est la place et le rôle de la jeunesse selon vous, pasteur Godin Poy? Non, c'est-à-dire que la vie politique n'a pas d'âge. Si tu veux influencer ta société, engage-toi dans un parti politique. Ou crée ton propre parti, on s'engage. Oui, soit tu crées un parti politique, encore faudra-t-il en avoir les moyens. Chez nous, tout le monde devient politicien, même celui qui n'en a pas les moyens. Okay. Pour faire la politique, il faut en avoir les moyens. N'est-ce pas? Et la politique, au-delà de la panoplie de définitions académiques, la politique reste un rapport de force. Si les jeunes sont forts, s'ils peuvent mobiliser comme les deux camps l'ont fait, ben, ils vont mobiliser. Mais il ne faut pas venir parce qu'il y a des échéances commencer à crier pour qu'on vous puisse vous recruter. Non. Vous vous confirmez d'abord sur le terrain et vous représentez quelque chose. Moi, j'encourage la jeunesse, soit de créer leur parti, soit d'adhérer au parti existant et y jouer un rôle prépondérant. Alors, coup de chapeau donc au président des ligues des jeunes, hein, donc comme Thierry Mosenepo. Donc, bravo à vous qui avez choisi en tout cas de faire la politique sur le terrain. Donc, nous allons prendre notre dossier, point de presse de François Mwamba. Comme vous le savez, François Mwamba a démissionné du comité de suivi et la réaction la réaction par rapport à la journée de la femme africaine. Première sortie médiatique de François Mwamba après sa démission au poste de coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre. L'homme, visiblement serein, s'adresse aux cadres et militants de son parti, l'ADER, sur les enjeux de l'heure. Il insiste sur le respect des règles de jeu établies dans la Constitution. Ce pacte républicain, conclu en 2003 à Sun City, comporte les 3 dispositions fortes suivantes. Il a été établi une règle coulée par la suite dans l'article 220 de notre Constitution. Et cette règle dispose en effet que la fonction de président de la République démocratique du Congo, que cette fonction s'exerce au minimum durant 5 ans et au maximum, je dis bien au maximum, pendant 10 ans. Le non-respect du pacte républicain, voilà ce qui a motivé sa démission au mécanisme de suivi, a-t-il dit. Il a annoncé 3 décisions importantes, notamment l'adhésion de l'ADER, son parti, au rassemblement. Mesdames et messieurs, puisqu'il nous faut nous assumer en tant que patriotes républicains, membres de l'ADER, ensemble, ici et maintenant, nous proclamons notre adhésion au rassemblement. L'ADER prendra part tout aussi massivement au meeting du rassemblement fixé le 31 juillet.
En signant son adhésion au rassemblement, François Mwamba embrasse la position de cette plateforme, surtout s'agissant de la récusation d'Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue. Ce dernier invite ses militantes et militants à venir massivement accueillir Étienne Tshisekedi ce mercredi 27 juillet. Nous pouvons dire que la femme congolaise, il y a 54 ans, a beaucoup contribué dans le développement de la nation. Et d'ailleurs, la journée du 5 août, où nous allons commémorer notre journée internationale de la femme africaine, nous allons primer les femmes qui ont marqué ces pays dans tous les domaines. Donc nous répartons sur les 12 thématiques de Beijing, où nous allons voir dans chaque thématique quelles sont ces femmes-là qui ont planté les jalons pendant 54 ans. Donc nous venons de fêter 56 ans de notre indépendance, mais la journée date de 54 ans, donc il y a 2 ans de différence. Et nous allons voir les femmes congolaises qui ont réellement contribué dans tous les domaines en RDC, et nous allons primer ces femmes pour montrer qu'il y a des héroïnes dans l'ombre peut-être que la nation oublie, mais qui contribuent au développement de la RDC, et ces femmes seront primées pour montrer l'importance de ce qu'elles font pour le développement de la RDC. Monsieur Godin Poli, vous avez vu aujourd'hui, François Mwamba adhère au rassemblement parce que selon lui, il n'y a pas eu respect du pacte républicain. Quelle lecture faites-vous de son adhésion au rassemblement aujourd'hui? Bon, moi je suis pasteur, je ne veux pas vraiment parler des gens, mais je voulais parler de la classe politique congolaise dans son ensemble. Et je voulais le répéter à haute voix que les malheurs de ce pays découlent de cette classe politique, généralement moyenne. Je sais qu'il y a des gens de grandes valeurs dans cette classe politique, mais ils ne sont pas nombreux. Et les signes caractéristiques de notre classe politique depuis 1960, c'est le vagabondage. Donc, nous sommes déjà habitués à ça. Moi, ça ne me surprend pas. Vous voyez tous ceux qui sont avec Papa Étienne Tshisekedi là aujourd'hui. Les jours où on va leur proposer un ministère, ils vont l'insulter. Ceux qui sont avec le président de la République, les jours où il va les démettre de leurs fonctions, ils iront grossir les rangs de l'opposition. Donc, c'est ça même la gouvernementalité congolaise. Nous sommes déjà habitués à cela et ça ne se prend pas. Comment faire alors pour que les gens restent constants dans leurs convictions et tout ça? Mais pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là, il faut organiser d'abord la cité. Il faut que les gens puissent bien vivre même quand ils ne font pas la politique. Parce qu'en réalité, c'est la misère qui est à la base de ce vagabondage politique, pour la plupart des personnes. Donc, je ne veux pas répondre par rapport aux images, mais je parle ici par rapport à la classe politique dans son ensemble depuis 1960. Il faut qu'on puisse organiser l'État d'une manière telle que même quand vous n'êtes pas politicien, vous pouvez bien vivre. On va arriver à cette stabilité-là. Ouais. Par rapport à la femme, c'est vrai que vous êtes pasteur et beaucoup de langues disent qu'une femme, moi je prends sous cet angle-là parce que j'ai un pasteur avec moi, c'est la journée internationale de la femme africaine. Pour vous, la femme doit s'engager dans l'église, la femme doit-elle être pasteur? Parce qu'il y en a qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher devant les hommes, une femme, il y a beaucoup trop de restrictions par rapport à la femme. Quel est le rôle de la femme en tout cas par rapport au développement? Elle doit rester à la maison, elle doit s'occuper de son foyer, doit-elle travailler et tout ça? Il y a beaucoup de choses par rapport à la femme aujourd'hui. Non, tu dois savoir, Paulette, que la femme est titrice naturelle de la société. Donc nous tous là, nous avons été langés par nos mamans. Donc la femme est une actrice importante du développement. Et moi, je l'ai toujours dit, je voulais répéter à haute voix, je voudrais un peu contenter l'expérience qu'on ait un premier ministre femme. Les femmes volent rarement. Si tu trouves une femme qui vole, certainement qu'elle est dans la sorcellerie. Donc, la femme est soucieuse du prochain. Je voudrais, moi, mon souci, au regard du respect que je dois à la femme, je souhaite qu'on puisse un peu tenter l'expérience. Pourquoi pas président de la République? Non, pour le moment, vous ne saurez pas. Ah bon? Pourquoi? Pour le moment, il faut attendre. Non, vous ne saurez pas. Il y a trop de trucs là-bas.
que tu ne vas pas gérer. Comme président de la République. Oui, pour le moment, on en a eu au Libéria, on en a eu en Argentine, on en a eu... En RDC, c'est différent? Je te dis qu'il ne faut pas comparer les pays francophones aux pays anglo-saxons. C'est différent. C'est différent. Donc pour le moment, je demande d'abord que vous deveniez Premier ministre. Et après 2020, là, vous pouvez vous postuler comme chef d'État. Donc, celui qui a créé la femme, il dit que la femme, c'est le bonheur. Donc, si quelqu'un néglige la femme dans sa vie, il néglige Dieu. Mais ce qui est vrai que, dans la rectitude théologique, tu auras remarqué que parmi les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Donc la femme ne peut pas prêcher, c'est ça? C'est ce qu'enseigne la Bible. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'entrera pas au ciel. La femme peut être prophétesse, elle peut avoir les dons de guérison, elle peut, mieux que les hommes. D'ailleurs, lorsque tu lis la Bible, il y a un couple qu'on appelle Aquila et Priscille. Cette femme-là était plus instruite dans les affaires de Décapolos qui était apôtre. Donc on ne minimise pas la femme. Si Dieu l'a épargnée de la prédication, c'est parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de choses à faire en faveur de la société. Je te dis, regarde là où travaillent les femmes, il y a de moins en moins de détournements. Et quand il y en a, c'est dans des proportions moindres. Donc la femme n'est pas quelqu'un qu'il faut négliger. Et pour vous, prenez des exemples pratiques, quelles sont les femmes qui vous ont marqué durant ces 56 ans d'indépendance en RDC, dans n'importe quel domaine, pasteur? Maman Olangue. Maman Olangue, qu'est-ce qu'elle a fait selon vous? C'est la seule maman, je ne préfère pas l'appeler femme, c'est la seule maman, comme le maréchal nous a appris à vous appeler, qui draine plus de monde que les hommes. Et après, Maman Olangue, c'est ma femme. C'est naturel. C'est naturel, oui. Donc, mais je vous dis qu'il n'y a pas une femme comme Olangue aussi. Que je salue en passant avec papa. Elle a fait beaucoup d'activités aussi. Non. Elle a ses fondations. Et non seulement qu'elle a fait cela, elle fait cela avec un sens élevé de l'honneur et de dignité. Tu ne la trouveras pas dans des balivernes. J'ai beaucoup de respect envers cette maman-là. Sur le plan, c'est ça que vous avez dit, sur le plan pastoral, mais sous d'autres domaines, nous sommes dans le domaine de la femme, il n'y en a aucune qui vous a marqué? Bon, vraiment, parce que lorsqu'on parle ici, on parle vraiment de personnalités. Personnalité, oui. Donc, à part Maman Olangue et mon épouse, je ne vois pas encore. Je ne vois pas vraiment. Vous m'excusez. J'ai dit qu'il n'y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. J'ai dit que je ne vois pas. Il y a des héroïnes dans l'ombre, moi. Non. En tant que femme, je les encourage. Il y en a beaucoup qui font. Oui. Les mamans maraîchères, il y en a qui tu sais, moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal quand j'apprends qu'il y a des filles qui, pour terminer leurs études, doivent sortir avec le professeur. Et pourtant, il y a des filles plus intelligentes que certains professeurs. Ça m'interloque, ça m'indigne, ça me choque lorsque j'apprends que dans des partis politiques, pour qu'on aligne une femme sur la liste des ministrables, il faut. Je m'insurge contre ça. Le droit de cuissage. Et c'est pourquoi je voulais vous demander, vous les mamans, vous devez vous organiser et vous imposer. On ne doit pas vous marcher sur les pieds. De ma petite expérience d'enseignant, je peux me tromper, la meilleure cote, ça va faire peut-être 20 ans que je suis dans l'enseignement. La meilleure cote a été obtenue par une femme. Une fille, pardon, voudrais-je dire. Donc, on ne doit pas négliger la femme, croire qu'elle est là pour occuper le ministère des Affaires sociales. Non. Je voudrais qu'au ministère des Finances, qu'on ait aussi une femme. Il y a des femmes compétentes. Voilà, j'espère que le message sera entendu après le dialogue s'il y aura un gouvernement. Sauf que les postes clés. Je vous demande de ne pas être légère. Quand vous militez dans un parti politique et que le secrétaire général vous courtise, il faut résister. Et dénoncer. Et dénoncer cela. Mais le dire, je vais les dénoncer à votre place. Okay. Il y a des femmes plus intelligentes que certains. Mais qui ont peur de faire la politique vu. Oui, donc l'environnement. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont peur d'y aller. Tu sais qu'en management, il y a toujours une approche qu'on appelle l'approche SWOT. C'est-à-dire que lorsque vous voulez mener une action, vous devez connaître quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces de l'environnement.
Et moi, en tant que pasteur, je suis là, les sels de la terre, pour assainir l'environnement au Congo. Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons. Et c'est pour cela que nous organisons notre convention, qui commence demain, donc du 1er au 7 août, la 10e édition de notre convention de vérification des écritures, en sigle COVEC, va commencer de 15h à 20h, avec comme orateur Amos Mbayo, pasteur François Moutombola Swasilomo, prophète Dodo Kamba, Ejibaya Mapia, le professeur Dr Kulbib, le docteur Jésus Barouti Kassongo, et enfin moi-même, votre humble serviteur. Il n'y a pas de femme. Voilà. Elles viendront. Voilà, nous poursuivons, nous prenons l'activité à la primature. Comme vous le savez, le Premier ministre est descendu dans la province du Kwilu et à Kisangani. En tout cas, excusez-moi, je n'ai pas encore maîtrisé le découpage de notre province. Il est allé à Kisangani. Donc, je crois que c'est dans la province de la Chopo, si je ne me trompe pas. Nous suivons. À son arrivée à Kisangani, le chef du gouvernement a été accueilli par le gouverneur de la province et quelques personnalités, tant civiles que militaires. Le Premier ministre a procédé à l'inspection de la ville. Le constat est amer, Kisangani est réellement sous l'eau. La situation est consécutive aux pluies diluviennes enregistrées le lundi 18 juillet dernier, mais le bouchage des principaux collecteurs en est aussi pour beaucoup. Les eaux de pluie n'ont pas épargné le marché central de Kisangani, où plusieurs marchandises ont été perdues. Au rond-point Kabondo, l'on peut constater le cratère formé sur la chaussée suite à cette situation. Après avoir fait l'état des lieux, Matata Pogno sensibilise la population. Les espaces où on ne devait pas construire à 30 mètres de caniveau, on construit. On a vu aussi des endroits où on ne devait pas jeter des immondices, on jette les immondices. Où on construit des maisons. Ou aussi, on ne cure pas des caniveaux qui doivent être curés. Voilà le principal des inondations. Et là, nous avons demandé au gouverneur de la ville, nous avons demandé aux députés nationaux et de pouvoir sensibiliser la population. Le chef du gouvernement a profité de son séjour pour visiter l'usine Soteski. En ce qui concerne les forces, c'est une entreprise qui a encore toutes les capacités et toutes les possibilités de servir la communauté congolaise dans son entièreté. Avant la Chopo, l'homme de la rigueur était à Kwilu, toujours dans le cadre d'une visite de travail. Le séjour du chef du gouvernement ici dans la province de Kwilu n'était pas de tout repos. Matata Pogno a d'abord eu un tête-à-tête avec le gouverneur de la province, Godel Kinyoka. Au centre des discussions, l'avènement du barrage hydroélectrique de Kakobola, sans oublier la problématique de réhabilitation des infrastructures routières, sanitaires et écolières. Et d'abord les remerciements au chef de l'État pour sa vision et pour avoir accordé le projet de Kakobola. Et le remerciement au Premier ministre qui exécute son programme. Lorsqu'il arrive sur terrain, comme le barrage est pratiquement achevé, il reste les transports et la distribution de l'énergie électrique. Donc nous sommes allés nous rassurer que réellement ça va se faire. Vous savez qu'il est très rigoureux et très sérieux dans le travail. Et le président lui-même ne peut pas construire un barrage pour rien. Donc il faut que ça puisse desservir la population. Le chef du gouvernement a également pris langue avec une délégation de l'Assemblée provinciale. Cette dernière était porteur de remerciements de la population satisfaite de la construction du barrage hydroélectrique, concrétisation de la vision du chef de l'État. Des félicitations ont été aussi adressées au gouvernement de la République par un groupe de notables de Kikwit qu'accompagnaient les forces vives de ce coin du pays. Il a salué la réalisation de certains projets de développement et a souhaité la poursuite de l'implication de l'exécutif central dans l'accomplissement des ouvrages d'intérêt communautaire. Le séjour de Matata Pogno à Kwilu a été marqué par plusieurs activités. Il était question de se rendre compte de l'évolution des têtes d'érosion en vue de trouver des stratégies pour les arrêter. L'homme à la cravate rouge a fustigé les détournements de fonds destinés aux travaux de construction du stade omnisport de Kikwit. À l'Institut Lukolela, le Premier ministre a déploré l'état de délabrement de cette école. C'est au centre de santé Plateau 1 que le chef du gouvernement a bouclé
sa tournée. C'est vrai que, Pasteur Ngoy, vous ne parlez pas des hommes, mais Matata Ponyo, c'est le numéro 1 du gouvernement. Si on vous demandait, en tant que Congolais, en tant que pasteur, d'établir son bilan, bon travail, depuis qu'il est à la tête de ce gouvernement, il fait des descentes sur le terrain, il est partout, il veut palper du doigt les réalités profondes de la RDC. Bien. Je pense que je ne saurais pas parler du Premier ministre sans expliquer comment nous sommes arrivés à la stabilité du cadre macroéconomique. Parce que moi, je suis pasteur. Avec la hausse du dollar, est-ce que ce cadre-là est toujours maintenu? Je suis pasteur, ma bouche ne doit dire que la vérité. Je vous en prie. La stabilité macroéconomique actuelle a commencé au mois de mai 2001. 2001. Oui. Qui était Premier ministre encore à l'époque en 2001. Lorsque les magistrats, je ne veux pas parler des gens ici. Donc lorsque les magistrats suprêmes, lorsque les magistrats suprêmes négociaient les retours des institutions de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est depuis lors que ce travail dont on observe les résultats aujourd'hui a commencé. Cela veut dire que toutes les équipes qui se sont succédées à la primature, en passant par 1+4, chacun a contribué à sa manière à cette stabilité. N'est-ce pas? Donc, je voudrais vraiment préciser cela parce que vous, les journalistes, vous nous obligez en erreur. Il ne faut pas qu'on donne l'impression... Qui est l'initiateur du cadre macroéconomique. J'ai dit non. Ok. Mais il a apporté du sien, parce qu'il était longtemps ministre des Finances, avant d'être à la primature. Cette stabilité s'observe depuis 2001. Et d'ailleurs, lorsqu'il faut faire l'analyse en termes du taux d'accroissement, par exemple, budgétaire, vous verrez que les taux étaient plus importants avant 2010 que maintenant. Mais je reconnais qu'il a apporté du sien. Et le bilan, pour moi, il est mitigé. Mitigé. Oui. Comment expliquez-vous alors la hausse du dollar aujourd'hui? Non, comment ça flambe aujourd'hui? Même si je dis que son bilan est mitigé, la fragilité de notre monnaie n'est pas du fait du Premier ministre. C'est vrai. Il y a des facteurs exogènes. Si vous m'accordez le temps, je vais expliquer. Je vous en prie. Donc, vous savez que j'ai toujours été sévère envers lui, notamment lorsqu'il s'est agi de la TVA. Lorsqu'il s'est agi de la réforme des entreprises publiques. On a suspendu la TVA. C'est parce que ça n'a pas marché. On avait déjà prévenu en 2012 que c'était mal conçu et très mal appliqué. Okay. Mais par rapport à la monnaie, ce n'est pas lui. Pour ceux qui connaissent l'histoire monétaire de notre pays, notre monnaie subit toujours des chocs exogènes, notamment l'évolution des cours de matières premières sur les marchés internationaux. Ce n'est pas comme j'ai entendu des gens dire que ce sont des mesures politiques, les Occidentaux veulent sanctionner le gouvernement, c'est faux, archi faux. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en commerce international. Et aujourd'hui, l'acteur majeur du commerce international, c'est la Chine, parce que vous aurez remarqué que la Chine contrôle 8% des importations mondiales, 12% des exportations mondiales, et achète à elle seule entre 40 et 50% des matières publiques qui sont vendues dans le monde. Alors, l'économie chinoise a connu des perturbations. Cette année, l'année passée? Non, ça a commencé depuis 10 ans, mais ça a commencé à se manifester il y a 2-3 ans. Une forme de récession. Voilà. Cette récession est due à quoi? Il y a un problème de main-d'œuvre aujourd'hui en Chine. Ces Chinois-là travailleurs. On commençait à exiger plus? Non, il a vieilli. Ah, ok. Un peu comme l'histoire de l'Empire romain où la jeunesse disait panem et picartensis. Donc donnez-nous du pain, laissez-nous aller jouer au cirque. La jeunesse, généralement, elle n'aime pas le travail. C'est ce qui fait que les jeunes chinois, comme ils n'aiment pas le travail, la classe ouvrière ayant vieilli, au nom de la loi de l'offre et de la demande, il y a un déficit de la main-d'œuvre sur le marché chinois. Ils n'importent pas d'autres nationalités pour aller travailler pour en trouver avec le dynamisme chinois, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en économie du travail. Les salaires du chinois ont augmenté. Et lorsque les salaires
des travailleurs augmente, il a des répercussions sur le prix de revient. Naturellement, les biens chinois commencent à coûter un peu cher à la production. Et entre-temps, la demande des États partenaires à la Chine, leur pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de leurs consommateurs n'a pas varié parce que les grands partenaires de la Chine, c'est aussi l'Afrique. Alors, c'est ce qui fait que l'Afrique en général, bien sûr, c'est ce qui fait que aujourd'hui, la demande des produits chinois n'est plus importante comme par le passé. Et lorsque la demande n'est plus importante, il y a la récession. Le deuxième facteur qui explique cette récession chinoise, c'est aussi la fiscalité environnementale. Au nom du principe du pollueur payé, la Chine te paye chaque année une bagatelle de 1400 milliards de dollars. Parce qu'elle pollue, hein, la Chine. Oui, énormément. Du fait des pollutions. Et tout ça, ça rentre dans les coûts de revient. C'est ce qui fait que leurs biens coûtent un peu plus cher que par le passé. Entre-temps, le pouvoir d'achat des consommateurs, qui sont en fait généralement les pays en développement, n'a pas augmenté. C'est ce qui fait que nous observons cette récession-là au niveau de la Chine. Et la récession fait que les besoins en matière première de la Chine ont baissé. Cela ne s'observe pas seulement par rapport aux métaux rouges qui sont négociés au niveau de London Metal Exchange. Ça s'est observé également au niveau des produits pétroliers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un pays dont l'économie est axée seulement sur les produits miniers? Nos rentrées en devises deviennent de moins en moins importantes. Et lorsque dans une économie, il n'y a pas suffisamment de devises pour transporter la monnaie locale, à ce moment-là, il y a un problème qui va se poser. La monnaie va perdre de sa valeur. C'est ainsi que tu auras constaté que le gouvernement se débrouille en injectant de temps en temps des devises. Comme dernièrement, le gouvernement a injecté cette pour chercher un peu à stabiliser la situation. Mais c'est éphémère. C'est une méthode qui ne réussit pas à long terme parce que nous avons des échéances politiques, nous avons également des échéances sociales. À un certain moment, le gouvernement va se trouver sans suffisamment de devises à injecter sur le marché. Quelle est la thérapeutique? Il faut vite rentrer en programme avec le Fonds monétaire international de manière à obtenir des appuis budgétaires et revitaliser notre balance de pays. Nous ne sommes pas en relation avec eux, nous avons coupé? Ou ils sont partis? Non, on n'est pas en programme formel. Oui. Parce que c'est informel. Nous n'aimons pas qu'on nous surveille un peu trop. Voilà. Ok. Par rapport au barrage de Kakobola, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps, plus d'une dizaine d'années qu'on parle de ce barrage. Ça prendra jamais fin ou quoi? Bon, je pense que seul le Premier ministre est capable de nous dire quand ça va se terminer. Et je constate qu'il n'a pas été trop en mouvement au commencement. C'est maintenant que je le vois un peu circuler dans des provinces. Si je ne m'abuse, il y a des provinces qu'il n'a jamais visité à 3 reprises. Je crois que lui... Non, on ne plaide pas, on ne parle pas. Moi, je suis pasteur, je ne parle pas de province, je parle du Congo. Donc moi, je suis pasteur, je parle du Congo et du ciel, un point barre. Mais il faudra qu'il puisse de temps en temps faire le tour de la République, s'assurer que ces exécutions sont exécutées à la lettre. Parce que lorsque vous faites le tour de la République, il y a aujourd'hui une fracture sociale. Par rapport à Kinshasa et à... Il y a des provinces qui se modernisent et il y a des provinces qui se médiocrisent. C'est vrai que vous ne voulez pas parler des provinces. Moi je suis pasteur, moi c'est le Congo. C'est voir quelle province se modernise et quelle province qui se médiocrise. Les Congolais ne sont pas si bêtes que ça, ils comprennent de quoi vous parlez. Mais par rapport au coût de l'énergie aujourd'hui, la fracture énergétique aujourd'hui, la RDC ne peut pas se tourner vers les énergies alternatives parce que les barrages là ça ne marche pas. Expliquez-nous un peu par rapport à Inga, c'est vrai que vous êtes économiste, comment on ne parvient pas à terminer, à aboutir ce chantier d'Inga 3 là aujourd'hui? Non, il faut investir. On a cassé encore... Non, il faut investir beaucoup d'argent. Celui qui devait investir à Inga, ce sont des dizaines de milliards de dollars qu'il faut investir et ça on ne retrouve pas ça sur la rue, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on puisse d'abord mobiliser davantage parce que au-delà de ce que nous disons contre les dirigeants, la population a aussi sa part de responsabilité. Expliquez. Non, c'est la paresse collective.
Les Congolais ne travaillent pas. C'est la paresse collective. Les gens n'ont plus la fureur de vaincre. Trop peu de gens payent leurs impôts. Mais puisque les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait de leurs impôts, pasteur. Non, moi je crois. Vous payez leurs impôts, ça va dans leur poche. Mais je crois qu'il faut payer l'impôt et suivre les mécanismes légaux prévus pour réclamer ce qui est des droits, acquis des droits. Parce que si nous ne le faisons pas, à ce moment-là, donc nous... Mais comprenez aussi cette population, pasteur, ils disent que moi je suis prêt à payer mon impôt, mais cet impôt va dans la poche du dirigeant. Non. Mais ils ne payent pas. Là, je pense qu'il faut d'abord payer et utiliser les mécanismes légaux de réclamation qui sont prévus. Quels sont ces mécanismes? C'est peut-être ça que la population ne connaissent pas. Chez qui réclamer pour savoir la traçabilité de nos impôts que nous payons? La population, c'est les juges naturels de tous les dirigeants. Lorsque vous avez un député que vous avez élu, vous vous rendez compte qu'il n'a pas vraiment porté vos préoccupations au plus haut niveau de l'État. Et que vous êtes sûr que les moyens étaient là. Mais la sanction qu'il faut lui donner, c'est qu'à la prochaine législature, ne rentre pas. Mais s'il y a les élections, vous savez comment ça se passe. Déjà pour les députés provinciaux, il y a tout... Il y en aura, moi j'y crois, hein, je crois qu'il y en aura. Vraiment, je crois qu'il y en aura, donc oui. Je ne suis pas partisan des émettes, mais je pense que la population doit apprendre à sanctionner les mauvais dirigeants. À ce moment-là, vous savez, chacun de nous, il a une dose de folie en soi. Quand on n'est pas contrôlé, on peut délinquer. Donc, la population, lorsqu'elle est sûre que son argent n'a pas été utilisé à bon escient, mais tous ces gens-là qui viennent pour dire que il faut les remplacer par quelqu'un d'autre. Ah, voilà. C'est vrai que je suis avec un économiste, nous restons un peu dans ce domaine, c'est vrai que nous ne parlons pas beaucoup économie. L'émergence, pasteur Poy, c'est aussi un mythe où vous y croyez à l'émergence de la RDC d'ici 2030? Non. Même ceux qui disent ça, ils savent que ça ne va pas se réaliser. L'émergence veut dire quoi? Expliquez-nous. L'émergence, ça veut dire quoi? Je ne veux pas entrer dans des définitions académiques. Mais l'émergence veut dire que nous allons vivre comme les Chinois. Est-ce que tu vois vraiment, nous, les Congolais ici, devenir comme les Chinois d'ici 2030? Ils doivent repousser les délais. Je pense que c'est vers 2050 que logiquement, parce qu'en fait, comment ce concept est entré en économie? Ce ne sont pas les États qui se sont décrétés comme ça se fait maintenant en Afrique. C'est un économiste qui a constaté que à partir des années 80, il y a eu 5 États qui ont envahi l'économie internationale. C'est ça l'émergence. Les BRICS, voilà. Et encore la Russie, là, on conteste encore son caractère, son statut d'émergent. Donc il ne faut pas que les gens racontent des balivernes ici. L'émergence, il y a une palette de critères que je ne saurais pas évoquer ici. Mais bref, ça veut dire que nous devons devenir comme la Chine. Est-ce que tu nous vois nous revenir comme la Chine avec les routes qui sont en train de se détruire ici? Donc je pense... Ce sont les Chinois qui construisent ou qui bâtissent ces... Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas assez de minutes. Le problème, c'est que je vais demander poliment à nos dirigeants, c'est de repousser quand même ces délais en 2050, d'essayer d'encadrer la population. C'est ça aussi votre rôle, vous, la population, pour que nous comprenions que les dirigeants ont leur part de responsabilité et nous aussi, en tant que population, nous avons notre part de responsabilité. Si nous apprenons à faire corps à la République démocratique du Congo pour regarder dans la même direction avec elle, nous serons émergents en 2050. En 2050. Donc il ne faut pas réduire, ce n'est pas parce qu'on est devant son ordinateur, on fait des calculs. Alors on se dit que non, en 2050 on sera émergent. Non, il y a plusieurs... En fait, je voulais encore dire... Expliquez vraiment, tapez du poing sur la table parce que... La croissance économique du secteur primaire, c'est une croissance appauvrissante. Le secteur primaire, c'est quoi? C'est l'accueillir tout ce que Dieu a mis sur la terre. Okay. Donc nous n'avons fait aucun effort pour que les cuivres soient chez nous. Okay. Le manganèse, les diamants, le pétrole. Okay. Tu auras remarqué que dans toute l'Afrique subsaharienne, les taux de croissance sont toujours croissants et la pauvreté est toujours galopante. Quand tu vas dans des pays comme Sierra Leone, d'ailleurs, à un certain moment, ils avaient atteint les 2 chiffres. Ils étaient entre 15 et 20%. Donc, entre-temps, la pauvreté n'a pas beaucoup reculé
Tout simplement parce qu'il s'agissait d'une croissance du secteur primaire. Donc la croissance inclusive passe par la croissance du secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrialisation. Demandez à tous les économistes développeurs, ils vont vous le dire. Chez nous, nous faisons que reculer. Vous savez, des fois, quand je suis à la télé, je suis venu parler de la convention, mais comme tu poses la question... Je suis un économiste, j'en profite pour comprendre un peu. J'entends les gens dire que pour mobiliser suffisamment de recettes, il faut supprimer les exonérations. Mais je dis, mais ça sort d'où ça? Mais ça aide quand même, non? Non. En économie, il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Ces gens-là importent leurs biens du fait de leurs exonérations. Lorsque vous supprimez les exonérations, ces gens vont supprimer leurs activités. Mon Dieu. Oh. Nous avons dit... Alors, on dit mesures prioritaires. Non, ce sont des choses. Je ne suis pas seulement principiel. Je suis factuel. Ces études ont déjà été menées et pratiquées dans bien d'États africains. On a compris que il faut qu'on puisse arriver à déterminer les cantons fiscaux dans notre pays. Investir davantage. Hein? Oui, on doit déterminer ça. L'essaye. Nous, vraiment, nous travaillons comme... vraiment comme... Pour sauver les taux des impôts, on les fixe comme les numéros qu'on attribue aux maillots, aussi les maillots des joueurs de léopard. On dit ici 20%, 15%. Non, les taux des impôts dépendent de l'élasticité de la demande et de l'offre. Lorsque vous ne tenez pas compte de ces élasticités-là, vous n'allez pas faire de la fiscalité. Vous allez faire du droit fiscal peut-être, mais pas de la fiscalité. Nous allons terminer, avant d'entrer dans le dossier Kofi Olomide, nous allons parler un peu du cas du ciment en RDC. Pourquoi le cas de ciment passionne autant la population aujourd'hui? Expliquez-nous un peu la position du gouvernement qui a dit non aux importations du ciment venu d'ailleurs. Vous savez, vous pouvez violer toutes les lois dans la vie, mais on ne viole jamais les lois économiques. Lorsque vous violez les lois économiques, elles s'imposent. Ce sont des mesures sans lendemain. La technologie a évolué. Il faut que je suis d'accord avec le gouvernement lorsqu'il dit qu'il cherche à protéger l'industrie locale. Mais l'industrie locale doit s'adapter à la technologie. Est-ce que nos usines-là, leur capacité productive peut couvrir les besoins de la RDC en matière de construction? Donc, ce sont des mesures sans lendemain. Ils vont revenir là-dessus eux-mêmes. Il ne faut même pas prier pour ça. Parce que les lois économiques s'imposent elles-mêmes. Lorsque vous dites qu'il faut soutenir l'industrie locale, mais l'industrie locale doit s'adapter aux standards internationaux. Moi, je suis partisan de cela. Je suis de ceux qui pensent que nous devons aussi avoir nos usines. Mais il ne faut pas supprimer les importations. Et vous voyez, avec ces ciments-là qui venaient, vous avez vu comment les chantiers poussaient. Et tout ça rentre dans le PIB de notre État, avec des répercussions sur la fiscalité. Je voudrais dire ceci. Dans la charpente fiscale de notre pays, il y a les impôts sur les propriétés bâties et non bâties. Donc ces ciments-là qui viennent de l'importation, qu'on considère qu'ils viennent menacer seulement l'industrie, mais boostent dans une certaine mesure l'économie de l'État. Parce que lorsqu'on construit ces nouvelles maisons, elles seront assujetties à l'impôt sur les propriétés bâties. Donc, au lieu qu'on puisse faire de la maison-économie, je pense que dans ces pays, nous avons besoin de think tanks qui doivent réfléchir à la place de ceux qui n'ont ni le temps, ni le moyen de le faire. Donc, je voulais dire que ce sont des mesures sans lendemain, lorsque les prix, parce que le danger, lorsque vous touchez au secteur comme celui des ciments, généralement, c'est les jeunes gens qui sont dans la maçonnerie, là, ce sont eux qui, quand ils ne sont pas occupés, ils versent dans le banditisme. Vous comprenez? Donc il ne faut pas faire une analyse sectorielle, non. Les politiques publiques doivent être cohérentes. Mais je n'étais pas venu pour cela, je suis venu parler de notre convention. On en profite pour opposer. Je parle de notre convention. Je t'invite. On y sera. J'invite tout le monde. Mais nous aussi, nous vous disons que des intelligences comme ça, que vous avez des think tanks, vous en parlez, mais vous en parlez que lors des émissions, mais créez des think tanks. Chez nous, nous sommes le seul pays où on n'exploite pas les réflexions des gens. Mais posez-les. Ici, pour que les gens bougent, il faut qu'un blanc parle. C'est pourquoi je prie régulièrement pour Fola Ibenge.
Tu vois le Florent Ibengele qui nous a amené à la coupe. Il y a beaucoup de Florent Ibenge en monnaie, en fiscalité, en droit, qui sont là. Mais vous allez voir, dès qu'un blanc parle ici, tout le monde commence à trembler. Alors, bref, je disais que j'étais venu pour parler de notre convention qui commence demain. Et je t'invite. On y sera. Je te demande d'inviter tous les travailleurs de Congo. Et tous les journalistes en action. Tous les journalistes en action, tous tes amis. Et tous ceux qui nous écoutent, venez, nous commençons notre convention demain. Du 1er au 7 août, à l'église Image de l'Éternel, située sur l'avenue Kassavubu, à Ribakayao, référence ex-Maïsaf. C'est là que se trouve notre église. Quel est le thème? Les salis holistiques. Voilà. C'est-à-dire à la fois globale et totale. Il touche l'âme, le corps, l'esprit, les affaires, le travail, les études et les mariages. Et surtout d'ailleurs, c'est notre cordial bienvenue. Voilà, nous allons terminer. J'invite les opposants et la majorité présidentielle. Il faut venir écouter la parole. J'espère que ça les aidera. Pour bien servir le pays. Pour décrisper. Je sais que vous priez aussi, mais c'est une convention, il faut venir prier. Ok. Nous allons terminer par le dossier. On ne va pas vous demander l'offrande. Hein? Venez prier parce que vous dites qu'ils nous appellent pour demander l'argent. Non, venez écouter la parole. Et venez écouter simplement la parole de Dieu qui va peut-être aider à décrisper un peu ces situations tendues. Nous allons terminer par le dossier dit dossier Kofi. Nous allons voir la réaction du ministre Olenga par rapport à cette affaire Kofi. Et évidemment, en image, son arrestation, bien qu'il soit déjà libéré et il est chez lui actuellement à la maison. L'opinion a pu enregistrer plus d'une fois que les vedettes, les stars, comme on le dit, ont été élevées en dignité, ont reçu des médailles. Et nous nous disons toujours, c'est parce que ces personnes portent haut l'étendard de la République. Ces personnes portent en dehors de nos frontières la culture de la République en montrant ses plus belles couleurs. Et aujourd'hui, les déshonneurs, selon moi, Thérèse Olenga, ce n'est pas le gouvernement provincial qui parle, c'est moi, la femme blessée, la femme indignée qui parle. Aujourd'hui, les déshonneurs a atteint la nation congolaise. Je crois que de tels gestes ne devraient pas du tout se reproduire. Je voudrais inviter tous les défenseurs des droits de l'homme et particulièrement ceux qui mènent la lutte contre la violence dans une nation meurtrie par des questions de violence, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Une telle violence exprimée ne peut pas se pardonner. Tous les activistes devraient se mutualiser pour nous donner la meilleure manière de bannir à jamais des agissements aussi avilissants. Je voudrais aussi inviter les associations à se rapprocher, à faire attention à nos enfants, à nos jeunes sœurs qui exercent ces métiers ou d'autres métiers connexes pour voir comment mieux les encadrer. Pourquoi pas les syndiquer de manière à ce que leur métier soit respectable et qu'elles-mêmes soient respectées. Et Kofi nous présente son pardon. Il ne faut pas que ça soit un pardon par intérêt. Il faut que ça soit vraiment un acte de contrition bien pensé, bien ressenti. Les faits se sont déroulés à l'aéroport Jomo Kenyatta au Kenya. L'incident, tout le monde l'a suivi, ça a été relayé dans les réseaux sociaux. Sur le plan moral, l'artiste a reconnu les faits, il a même présenté ses excuses. C'est vrai qu'un artiste de son rang, tout le monde lui reproche d'avoir réagi ainsi, brutalement. Mais sur le plan des droits, il se pose un problème. Est-ce qu'il y a eu infraction ou pas? On lui reproche les coups et blessures volontaires, mais nous disons qu'il n'y a pas coups et blessures volontaires pour la simple raison que la vidéo qui est véhiculée montre bien que les coups de pied n'avaient jamais atteint la fille. De deux, il y a une vidéo de la fille qui démontre bien par ses propres déclarations qu'elle n'a pas été atteinte par les coups de pied de Koffi Olomide. Si la victime elle-même a enregistré une vidéo pour démontrer qu'elle n'a jamais été victimisée, n'a jamais été atteinte, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici avec Koffi si ce n'est de l'acharnement sur sa personne? De deux, pour une infraction qui a été commise hors du territoire congolais, l'article 3, alinéa 3 du Code pénal précise bien que
la personne peut être poursuivie à la requête du ministère public à condition qu'il y ait la plainte de la victime, de deux, à condition qu'il y ait dénonciation de l'autorité judiciaire du pays où l'infraction a été commise. Ces deux conditions ne sont pas réunies, le dossier est vide. Dans le dossier de Kofi, il n'y a ni plainte de la victime, ni la dénonciation des autorités kenyanes. Ce qui se passe actuellement pour Kofi Olomide, je vous dis que c'est de l'acharnement sur sa personne. Ça, c'est la véritable chasse à l'homme. Pasteur Godé-Poyi, votre réaction à chaud par rapport à cette affaire affaire Kofi Olomide? Bon, si le juge estime qu'il n'a pas été en faute, qu'on le laisse tranquille. Parce que moi j'ai appris qu'il a été libéré, donc... Liberté provisoire, hein, donc oui, de grande précision. Oui, donc ma première réaction c'était d'abord la compassion, et pour la victime et pour lui-même, parce que c'est quand même un parent qui a été privé de sa liberté. Et je suis content qu'il soit libéré, mais tout ce que je vais demander, c'est que la justice puisse faire son travail. S'il est innocent ou innocente, et s'il y a des faits qui sont reprochés, que c'est réprimé par la loi, que la justice puisse faire son travail. Vous avez suivi le ministre Thérèse Olingako, pas je dis Olingako, excusez-moi, le ministre Olenga, elle a parlé pas en tant que ministre, mais en tant que femme. Est-ce que vous comprenez son émotion, son désarroi, les mots qu'elle a prononcés, mot à mot? Oui, la femme est avilie, la nation est avilie parce que ces artistes ont reçu des médailles, Pasteur Godé-Poyi, qui représentent toute une nation. Et quand ils commettent des gestes pareils, c'est pas seulement Kofi Olomide, mais c'est la nation congolaise qui est avilie, qui est un peu salie. Parce qu'on a vu les réactions partout en Afrique, ça a été vraiment multiplié x 10 parce que c'est Kofi Olomide. Donc chacun de ces gestes est multiplié x 10 et c'est la nation congolaise qui est salie en quelque sorte. Non, tu sais que dans notre pays ici, à l'époque où rien ne marchait, il n'y a que nos artistes qui défendaient les drapeaux du Congo. Mais j'ai suivi la ministre, comme tu as dit, c'est l'émotion, mais j'ai suivi aussi un avocat qui parlait. Oui, oui. Donc, il ne faut pas, dans cette affaire, qu'on y mette de l'émotion. N'est-ce pas? Si les faits ne sont pas établis, qu'on l'innocente. Si les faits sont établis, qu'on les sanctionne. Mais moi, ici, je manifeste ma compassion, et pour lui, Kofi, et pour la victime. Et je pense qu'en tant que pasteur, ces messages vont leur parvenir. Il faudra que chacun puisse contrôler ses actes dans l'avenir. Et dans notre pays, les gens... Vous savez que quand nous suivons la télé, au Congo, il y a des centaines d'infractions qui se commettent chaque jour. Si on veut vraiment appliquer les droits dans ce pays, je crois que 80% des Kinois seront en prison. Que ce qui est arrivé puisse nous aviser tous, que nous puissions savoir que même si la loi n'existe pas, Dieu nous observe. Mais je le répète encore, je manifeste ma compassion. Et pour Kofi lui-même, parce qu'il a été privé de sa liberté. Et pour la victime, et je conseille à l'un comme à l'autre que dans l'avenir, qu'on puisse s'abstenir des actes indélicats. Voilà, oui. Nous sommes à la fin, nous sommes en train d'atterrir. Pasteur Godé-Poyi, un mot pour que nous puissions quitter nos téléspectateurs. Non, le message que je t'amenais ce soir, c'est l'organisation de la 10e édition de notre convention qui s'appelle Convention de vérification des Écritures. Elle commence demain le 1er août, elle va se terminer le 7. Donc, on commence lundi pour terminer le dimanche 7. De 15h à 20h, nous serons là avec des orateurs hors pair. Je vais les citer parce que toi tu es mon ami, tu ne vas pas te fâcher. Nous avons Amos Mbayo, nous avons le pasteur Mutombo François alias Vassilom, nous avons le prophète Dodo Kamba, nous avons l'honorable pasteur Ejiba Mapia, nous avons le professeur Dr Kumbi de l'Université protestante au Congo, nous avons le pasteur Baruti Kasongo, le docteur Jésus, et enfin moi-même, votre humble serviteur. Donc, nous avons commenté l'actualité, pas parce que nous voulons sanctionner les gens, mais moi je suis pasteur. Je ne suis pas seulement veilleur, mais je suis aussi un éveilleur. Éveilleur de quoi? Éveilleur de conscience. Majorité présidentielle, opposition, population, privilégions les intérêts du Congo. Nous verrons que nous allons faire de ce pays
la Chine d'Afrique. Donc tout ce qu'on a prodigué comme conseil ici, c'était pour redresser ce qui n'a pas été bien fait. Mais nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'on ne fait rien, mais nous pensons qu'on n'en fait pas assez. On doit faire plus. Voilà, le message est passé. Merci donc au pasteur Godin Poyi d'être passé à la barre. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à tous mes téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette émission. Et un grand merci à tous ceux qui ont répondu présents lors de la sortie de l'ASBL Journaliste en Action au Roméo Golf à la Gombe. Merci à vous. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.